Voilà, bonjour à tous, ou peut-être rebonjour à tous, ici sur ce forum Ville durable de Polytech. Alors 45 minutes pour une nouvelle conférence, 45 minutes et une question. Comment reconstruire la ville sur la ville en valorisant les sites industriels historiques? Et 4 invités pour y répondre. Avec tout d'abord à ma gauche Jean-Michel Simard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique région Rhône-Alpes-Auvergne de Bouygues Immobilier. Vous nous présenterez notamment un projet sur ces questions de réhabilitation ici à Lyon. À votre gauche, j'accueille également Benoît Delal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez ERM. ERM, c'est un cabinet international de consulting en environnement dont vous dirigez le département sites et sols pollués pour la France. C'est tout bon? Bon, parfait. À vos côtés, Fabien Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de GRS Valtech, une filière du groupe Veolia, spécialiste notamment du traitement des sites et sols pollués. Et enfin, Florian Philippon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet sites et sols pollués au sein de l'ADEME. Alors, Monsieur Simard, nous allons commencer avec vous, puisque je l'ai déjà un petit peu évoqué, on parlera notamment d'un site assez exemplaire à Lyon, mais avant cela, je serais curieux d'avoir peut-être votre approche sur la question de la réhabilitation des sites, des friches industrielles. Comment votre groupe s'est emparé de ce sujet? Quelle est un petit peu votre définition? Quel est votre point de vue? On vous écoute pour commencer là-dessus. Bonjour à tous. Donc effectivement, vous le citiez en introduction, quand on parle de friches urbaines, le sujet c'est vraiment de reconstruire la ville sur la ville. Les friches sont des terrains sur lesquels les activités ont partiellement cessé ou totalement cessé. Elles ont eu leur heure de gloire avec un fort passif industriel. Et la plupart du temps, on aborde parfois ces sujets en voulant faire table rase du passé, en repartant à zéro pour oublier tout ce qui existait sur ces sites. En fin de compte, nous, on a une approche assez différente. Notre approche consiste plutôt à dire ces sites sont des éléments remarquables. Elles ont fait partie de la vie de la ville, elles ont fait partie de la vie d'un quartier, elles ont amené des activités économiques, elles se sont intégrées dans un paysage urbain et il faut composer avec les existants plutôt que de vouloir faire table rase. Donc c'est un véritable enjeu environnemental pour nous, un enjeu global que de travailler sur ces friches. Et en l'occurrence, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est la friche Berlier, qui est une friche qui était en plein cœur du 8e arrondissement de Lyon, ancien emplacement des usines Berlier, nom très connu sur la ville, et qui faisait vraiment partie du paysage industriel lyonnais. Voilà, on voit les slides défiler pour les Lyonnais plus ou moins avertis ou les non-Lyonnais. Donc sur ce projet, on a essayé d'avoir une approche globale pour insérer au mieux le projet dans son environnement, en tirant parti, on va dire, de toutes ses qualités, voire même de ses défauts. Donc d'abord, ce sujet en plein cœur de ville est très bien innervé par des axes urbains, routiers, qui amènent, on va dire, du confort pour les utilisateurs, mais également des nuisances. Des axes de transport urbain collectif, des axes de développement doux qui lui permettent de se connecter avec les parcs et avec la ville. Et en fait, on a recherché à adapter le projet au site et pas l'inverse. Très bien. Alors, on arrive sur cette notion de bâtiment remarquable. Donc, sur ce site, on a identifié d'abord certains éléments qu'il convenait mieux de mettre en valeur plutôt que de les faire disparaître, notamment une halle que l'on réhabilitera en bureau. Également, la porte d'accès aux anciennes usines qu'on voit là. Que l'on conserve et que l'on replace dans le site pour en faire un élément emblématique. Donc il s'agissait vraiment de composer avec ces éléments existants. Très bien. Toujours sur ce sujet, nous avons travaillé ensuite une diversité programmatique, puisqu'à l'échelle d'un quartier, il ne s'agit pas d'avoir une seule utilisation. Donc sur ce quartier, on retrouvera du commerce, on retrouvera du bureau, on retrouvera du logement, logement social, logement abordable, logement accession libre, et également une école qui sera installée sur la partie en vert en bas à droite de l'écran.
Ensuite, on a travaillé une dimension environnementale. D'abord pour gérer la relation avec l'environnement immédiat. Donc en travaillant sur les connexions au parc et en essayant de faire la part belle aux espaces verts avec des grandes terrasses végétalisées, des toitures végétalisées, en travaillant également la partie récupération des eaux pluviales pour éviter de les rejeter tout simplement, mais plutôt que de les rejeter, les infiltrer, les réutiliser pour les arrosages. Également, j'en parlais tout à l'heure, travailler la dimension acoustique, puisqu'on est sur des axes urbains forts et on a eu une attention particulière au traitement acoustique de nos bâtiments. Et puis, bien évidemment, quand on parle de développement durable, on parle d'énergie, donc de trouver une performance énergétique en adéquation avec les enjeux actuels, aller au-delà des réglementations thermiques, amener des énergies renouvelables et permettre à nos acquéreurs de gérer leur énergie sur le projet. Très bien. On va peut-être parler du point suivant. Dernier point peut-être sur le rôle local. Dans cette vision globale, c'est également la vision sociétale sur laquelle on a travaillé sur ce sujet et sur d'autres, en essayant de privilégier au maximum des entreprises locales et de travailler sur l'empreinte sociétale environnementale de nos partenaires. Parfait. Dans l'intitulé de cette conférence, on parlait notamment de gestion des risques. Alors comment peut-être avez-vous travaillé cette question du risque autour de ce projet lyonnais? Alors, la gestion du risque, on vient au cœur du sujet. On parle de sites et sols pollués. Donc le risque lié aux sites et sols pollués, on l'a travaillé en 3 dimensions. Première dimension, d'abord, je parlais de l'historique tout à l'heure, l'historique industriel. C'est d'abord de bien connaître tout ce qui s'est passé sur le site, les nombreuses activités industrielles qui ont pu s'entrechoquer et amener des pollutions sur ce site, les identifier et en prendre connaissance au plus tôt sur l'opération. Deuxièmement, en tant que maître d'ouvrage, on a bien évidemment un souci de coût et un souci de délai. Souci de coût et de délai qui s'exprime à la fois dans la phase étude, mais également dans la phase travaux. Et puis troisième dimension de gestion du risque, c'est ce que j'appellerais la partie institutionnelle, c'est de donner le maximum de visibilité aux administrations sur tout ce qui est cessation d'activité, sur toutes les démarches que l'on peut entreprendre, de montrer de la transparence. On est en train de travailler un site que l'on va transformer pour lui donner un nouvel usage. On n'a rien à cacher et la transparence est, à mon avis, le minimum qu'on doit, on va dire, à nos futurs occupants et également aux administrations. Parfait. Merci Jean-Michel. Je peux donner la parole à Benoît pour prolonger. Benoît, on vient d'évoquer la gestion des risques, donc ça nous tourne naturellement vers votre métier qui est celui de bureau d'études. Peut-être pour que nos auditeurs et visiteurs de Polytech comprennent bien, quel est votre rôle, alors de façon générale et plus précisément sur ce projet lyonnais? Merci, bonjour à tous. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est que je vais essayer de vous faire partager la vision du bureau d'études en environnement sur l'accompagnement d'un maître d'ouvrage comme Bouygues Immobilier sur la requalification d'une friche industrielle. Un préalable, avant de rentrer un peu dans le détail, c'est que la première des choses, c'est bien entendu d'être totalement en accord et en imprégnation de la vision du maître d'ouvrage. Ça sous-entend de considérer effectivement très en amont son parti d'aménagement, ses contraintes et ses spécificités. Ça, c'est un fil rouge qui va nous accompagner tout au long du process et de la méthodologie d'évaluation, de gestion et de maîtrise du risque de pollution des sols. Alors, comme on parle de friche industrielle, vous l'imaginez bien, notamment sur la friche Berlier, on a plus de 100 ans d'histoire d'activité industrielle. Donc on a forcément une mutation de l'outil industriel, on a forcément une succession d'activités industrielles durant une longue période. Donc on va s'intéresser en premier lieu à l'historique du site, à ce qui a fait son histoire, à ses traceurs en termes d'industrie, qui vont nous amener à identifier des signatures potentielles de pollution dans l'environnement et dans le sous-sol. J'insiste sur cette partie de la démarche globale de gestion, c'est-à-dire sur l'historique. C'est une phase qui peut être, de temps en temps, on peut la sous-estimer.
Or, c'est vraiment capital d'investir du temps, de s'attarder dessus pour pouvoir commencer à avoir une vraie vision du risque. Et surtout, elle est dimensionnante pour la suite. C'est-à-dire que une fois qu'on a compris à quel objet on était confronté, on peut déployer effectivement de manière pertinente une phase de diagnostic sur le terrain, puisqu'on va aller acquérir des informations sur le terrain, on va aller réaliser des essais, des sondages de sol, on va faire des prélèvements d'air dans le sol, on va faire des prélèvements d'eau dans le sous-sol. En l'occurrence ici, c'est à peu près une centaine de sondages de sol, 15 piézères et une dizaine de piézomètres. Et ce diagnostic ne peut être pertinent que s'il trouve une résonance dans l'historique préalablement établi. Cette phase de diagnostic, elle peut durer longtemps? Alors, c'est assez variable. Alors, s'agissant du site Berlier, comme on a une friche industrielle d'une certaine ampleur, on est effectivement sur une phase de diagnostic de l'étude historique jusqu'au plan de gestion qui va prendre un minimum de 6 à 8 mois. Hein, c'est le minimum. Et encore, on est dans un rythme dense, hein, pour vous donner un ordre de grandeur de durée. Très bien. Le plan de gestion. Le plan de gestion, merci. Un élément fondamental de la démarche, puisque c'est au travers de ce document que, ce que Jean-Michel précisait, on va donner de la robustesse, de la clarté, de la lisibilité et l'engagement du bureau d'études sur ces résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une analyse précise des enjeux sanitaires. Ça veut dire démontrer à toutes les parties prenantes que le risque est maîtrisé, traité. Ça veut dire également dans ce plan de gestion qu'on définit les scénarios de dépollution et qu'on va définir dans les grandes lignes les travaux de dépollution. On inscrit donc également un budget, on inscrit un programme au sens planning et on inscrit effectivement un risque maîtrisé. Donc c'est un document qui est vraiment fondateur et qui vient clôturer la démarche. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans l'approche qui est à la fois itérative mais également globale, vous avez une notion de confiance des parties prenantes qui pour moi est clé et elle doit trouver effectivement sa pleine expression dans ce plan de gestion qui, je reviens une fois dessus, doit être extrêmement lisible, clair et robuste. Dernière étape. Dernière étape de cette démarche globale et collaborative, c'est la notion de maîtrise d'œuvre dans lequel le bureau d'études en environnement engage sa responsabilité auprès du maître d'ouvrage sur la conception et la réalisation des travaux et où finalement il est responsabilisé sur l'ensemble de la chaîne de ses études. Donc ce qui est tout à fait, je pense, important, apprécié du maître d'ouvrage et ce qui permet aussi de donner confiance aux entreprises de travaux, à qui je laisserai la parole juste après, j'imagine, sur les données techniques et ce qui permet d'aborder, je dirais également, l'aspect contractuel des choses tout en confiance et en sérénité. Donc, si je devais résumer cette approche globale et phasée, itérative, est là pour comprendre, maîtriser, gérer le risque, mais elle ne peut pas s'établir s'il n'y a pas effectivement une expertise croisée qui se met au centre des solutions qu'on va être amené à proposer et bien entendu une confiance des parties prenantes qui s'exprime. Dernier point peut-être, quand on a préparé ensemble cette conférence, vous me disiez l'un des facteurs clés de succès, c'est vraiment pour vous de pouvoir vous impliquer très tôt dans le projet. Expliquez-nous peut-être ce point. Alors, effectivement, le fait de pouvoir intervenir, je dirais, très tôt dans le processus de requalification de la friche, ça permet de ne pas rater des étapes. Jean-Michel parlait notamment du risque administratif. Et là, je pense par exemple au statut d'installation classée des anciens sites industriels. Est-ce qu'il y a encore des installations classées résiduelles, oui ou non? Est-ce qu'il faut traiter ces dossiers administratifs et les clore? Donc ça, c'est des étapes qui sont cruciales et qui sont aussi dimensionnantes pour le reste, bien entendu, du déroulement de la requalification. Et puis, ne pas prendre le train en route, c'est prendre le temps nécessaire pour comprendre à la fois le parti architectural que le maître d'ouvrage souhaite et le mettre en résonance avec l'historique du site et effectivement son patrimoine industriel et les signatures de pollution historique. Très bien, merci Benoît. Merci. On va donc se tourner vers Fabien Michel. Alors si j'ai bien suivi, j'allais dire cette chaîne alimentaire un peu des projets de réhabilitation, c'est à votre tour d'intervenir. Alors comment abordez-vous un tel chantier? Avant de parler de solutions, ne serait-ce que dans vos discussions, vos échanges avec, en l'occurrence, Big Immobilier et le bureau d'études.
Bien, comme l'a bien précisé Jean-Michel et complété par Benoît, un site industriel a une histoire et il s'agit de ne pas faire fi de ce passé historique. Et la qualité du diagnostic est effectivement essentielle. La qualité du diagnostic, la densité de sondage, Benoît a parlé d'une centaine de sondages et autres piézomètres, des piézères. La cohérence entre les sondages qui sont réalisés et le projet que porte le promoteur, qui vont déterminer pour nous les volumes qui doivent être excavés et derrière, bien entendu, les filières qui sont à mettre en œuvre, à activer. Benoît a bien précisé qu'il donnait une notion de budget et dans une logique de maîtrise des risques. Pour nous aussi, entreprise travaux, il nous faut être le plus tôt possible dans la démarche, participer le plus tôt possible dans la démarche pour pouvoir échanger dans le détail sur ce qui a guidé le bureau d'études pour faire tel ou tel sondage, ce qui a guidé le promoteur pour mettre son niveau de sous-sol à cet endroit-là. Et pour nous, derrière, prendre notre risque d'entreprise, de travaux, risque technique, risque sanitaire pour nos collaborateurs et risque, bien entendu, financier. On en revient un peu sur l'anticipation dont on parlait à l'instant. Et cette, pardon, je complète, non, cette anticipation et cette maîtrise du risque, bien entendu, ne peut pas se faire sans un mot qui a été déjà cité par mes prédécesseurs, la confiance. Parfait. Et la qualité, le respect du processus. Benoît a bien parlé dans sa démarche d'une démarche itérative qui suit un processus qui est réglementé. Et tout ça, nous, on se doit de bien vérifier que tout a été intégré. Très bien. Ceci fait, parlons ensuite des solutions que concrètement vous mettez en œuvre. Alors notamment sur ce projet lyonnais, qu'est-ce qui se passe une fois que la phase de diagnostic et d'étude est arrivée à terme et que vous devez justement travailler sur la réhabilitation? Alors sur ce projet en particulier, on a plusieurs solutions de traitement en matière de dépollution de sol. On a des traitements sur site, on a des traitements in situ, on a des traitements hors site et avec différentes technologies, des technologies biologiques, thermiques, physico-chimiques. Et la bonne technique à adapter est celle qui tient compte d'une grille de différents paramètres. Mais avant tout, j'ai envie de dire que le délai est quelque chose qui nous guide en particulier. Le délai et la contrainte d'espace disponible sur le site. Et en l'occurrence, pour l'affaire de la Cité Berlier, nous avons mis en œuvre notre site Valoterra, qui se situe à moins de 20 km de Lyon. J'allais dire qu'il n'est pas très loin d'ici. Voilà, c'est ça, à moins de 20 km de Lyon, qui est un centre qui permet, un centre de transit, regroupement, pré-traitement et traitement, et qui permet de facto quelque part d'importer la problématique de gestion des terres polluées chez nous et d'y appliquer différents process qui sont maîtrisés par des gens qui sont en sécurité et de tourner vers un maximum de valorisation. Notre démarche, et c'est bien un peu comme ça qu'on l'a comprise de la part du maître d'ouvrage et de son conseil, c'était vraiment de proposer des solutions qui sont tournées vers la valorisation des déchets. Donc ça tombe bien, c'est une de nos valeurs aussi, et c'est un peu pour ça qu'on se retrouve, je pense, fréquemment dans les projets. Très bien. Peut-être un mot sur les déchets en eux-mêmes. Quels sont pour qu'on donne très concrètement. Les terres polluées subissent différents traitements pour finalement traiter la partie pollution et disposer ensuite d'une matrice sol qui a des caractéristiques mécaniques en termes de granulométrie, en termes de résistance, de compactage, etc. pour leur offrir une deuxième vie. D'accord. Que ce soit en sous-couche routière, que ce soit en comblement de carrière, que ce soit pour entrer dans un nouveau process de fabrication. Très bien, c'est toujours intéressant de savoir la deuxième vie de ces matériaux. Il y a des producteurs de déchets, il y a des gens qui les traitent et il y a des gens qui les consomment. Qui les consomment, oui, bien sûr. Merci Fabien, je vais me tourner vers Florian Philippot.
pont de l'ADEME. Alors, peut-être tout simplement nous expliquer pourquoi et comment l'ADEME accompagne ces projets de réhabilitation de friches industrielles. Je crois qu'il y a un dispositif d'appel à projet, hein, notamment. Oui, notamment. En fait, il y a une aide en fait sur la reconversion des friches qui a été mise en place en fait en 2009 dans le cadre du plan de relance et qui a été poursuivie par l'ADEME parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce domaine-là. Notamment parce qu'il y avait un besoin en fait de reconvertir la ville sur la ville et éviter en fait la consommation de terres agricoles qui sont situées en périphérie. C'était également aussi via ce dispositif-là, il y avait aussi la volonté de favoriser le logement dans certaines régions où il y en avait un besoin, notamment sur Lyon ou dans d'autres grandes métropoles. Il y avait aussi la volonté aussi de profiter aussi de cet aspect-là tout en conservant un aspect développement durable, garder en fait, promouvoir en fait tous les aspects développement durable que l'ADEME porte via d'autres thématiques, hein, sur les déchets, sur l'énergie, etc. Et également faire évoluer les pratiques dans le cadre de reconversion des friches, notamment parce que en fait, il y avait un constat, c'est souvent en fait une prise en compte de la pollution assez tardive et un envoi rapidement vers des filières d'enfouissement. Plutôt que de donner une seconde vie aux terres ou de traiter la pollution, parce que quand on enfouit, quelque part, la pollution, on ne fait que la déplacer. Donc voilà, c'était un peu la philosophie le focus. Voilà, exactement, l'appel à projet. Très bien. Peut-être on peut s'intéresser plus précisément au projet dont on parle cet après-midi. Peut-être quels sont tout simplement les éléments qui vous ont séduit lorsque le dossier est arrivé sur votre bureau. Oui. Alors sur l'aspect, notamment sur ce projet-là, donc on a déjà en fait parlé pas mal Jean-Michel précédemment sur la partie développement durable. Donc c'est-à-dire que ce projet-là, ce qui nous a plu, c'est le côté en fait le lien historique avec la conservation en fait d'éléments patrimoniaux industriels. Également une diversité programmatique qui permet une mixité sociale et une mixité également d'activités. Et un lieu de rencontre, parce qu'on a aussi un bowling sur le secteur qui est conservé. Également la prise en compte de l'environnement avec aussi aller plus loin qu'en fait la RT 2012. C'était aussi une des choses qui nous a plu. Et également tout l'aspect gestion du chantier en fait qu'il pouvait y avoir sur la partie gestion des déchets qui pouvait être en place. Et puis tous les aspects que Jean-Michel a fait, et je ne vais pas refaire toute la liste particulièrement dessus. Il y a une autre dimension aussi, ce qu'on a bien aimé, c'est la partie, le fait que la pollution a été prise en compte assez tôt dans le projet, avec ce qui a permis en fait d'élaborer un plan de gestion abouti. Également de faire aussi dialoguer en fait les différentes techniques, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu un décloisonnement en fait qui a été réalisé parce que Bouygues a pris en fait un maître d'ouvrage délégué pour permettre en fait de faire dialoguer en fait les différents maîtres d'œuvre techniques, ce qui peut permettre en fait de faire des gains sur différentes parties qui sont souvent cloisonnées en fait dans la partie reconversion, reconstruction. Il y a des vrais gains à faire, mutualiser des moyens en termes de démolition et également de dépollution qui peuvent être intéressants. Également, ce qu'on a bien aimé, donc, comme je vous le disais, donc cette partie dialogue qui est vraiment aussi donc fondamentale. Très bien. Bon, anticipation, dialogue, développement durable, on retrouve des mots-clés qui ont été évoqués depuis le début de cette conférence. Avant peut-être de passer la parole à la salle pour quelques questions, pour la traditionnelle séance de questions-réponses, j'aimerais peut-être faire un dernier tour de table sur une recette, un conseil que vous aimeriez faire passer aux personnes présentes ici. S'ils devaient repartir de cette conférence avec une idée forte, laquelle serait-elle? Bon, on va commencer par Jean-Michel, bien sûr. Alors, si je devais livrer une recette, je commencerais par dire, je reviendrai sur la partie développement durable en disant adapter le projet à son environnement. C'est toujours, à mon avis, le point de départ. Le deuxième point, pour maîtriser les risques, c'est la vision longitudinale. Benoît Delal en parlait au niveau bureau d'études. Pour nous, le bureau d'études intervient depuis l'historique jusqu'à la maîtrise d'œuvre et à la sortie du dernier déchet du chantier, et ce qui nous permet d'avoir une traçabilité et
et de pouvoir sécuriser à la fois le coût et le délai de ces opérations. Et c'est un des éléments primordiaux. Au-delà de, on va dire, de toutes les démarches administratives et tout ce qui est noté sur la présentation, les essais, les EQRS, les analyses de risques résiduels et autres, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est l'expertise que chacun va développer, le partage de ces expertises et la confiance que l'on va nouer entre partenaires. Qu'il soit bureau d'études, qu'il soit entreprise, qu'il soit ADEME, qu'il soit institutionnel. Je parlais tout à l'heure de transparence et je pense que c'est cette confiance qui, à un moment donné, amène la performance sur un projet et pas l'inverse. Très bien. Et alors, comment elle se nourrit, cette confiance ? Elle se nourrit au fil du temps, elle se nourrit par l'expérience, elle se nourrit par l'expertise entre des hommes qui, petit à petit, apprennent à se connaître. Très bien. Benoît, un conseil, une recette, une idée forte pour terminer cette conférence ? Oui, sans doute, Jean-Baptiste, merci. Je vais essayer de ne pas faire de redite avec ce que vient de dire Jean-Michel, c'est pas simple. Si j'évite effectivement de faire une redite, j'ajouterais que tout le temps garder cette conception de l'objectif final et d'avoir la capacité de jongler, si je puis dire, entre cette vision globale et cette vision de détail, et ne pas perdre de vue que vous êtes aux côtés du maître d'ouvrage sur des problématiques qui sont sensibles et que vous devez toujours donc, par une force de conviction, une expertise technique, une transparence totale, gagner effectivement la confiance des parties prenantes et rester, même si c'est un sujet technique, extrêmement lisible et clair pour pouvoir expliquer, également faire de la pédagogie et s'inscrire sur un schéma de traçabilité qui est total. Voilà, donc ça me paraît effectivement clé à souligner. Le message est passé. Fabien, même exercice. Plus ça... Plus on avance, plus compliqué, il est difficile d'être original, c'est vrai. Les Ou valeurs, issu d'autres domaines, on peut ouvrir un peu la les valeurs de développement durable, c'est dans notre ADN chez Veolia. Donc on se retrouve naturellement autour de ça. On parle de traçabilité, ça fait partie des standards. La sécurité fait partie des standards. J'ai envie de dire que pour nous, le côté extrêmement intéressant, c'est d'être en anticipation. En anticipation dans le projet lui-même. Il ne faut pas se leurrer, ça nous sécurise du business. Donc on est quand même une entreprise. Sécuriser du business en amont, c'est important, mais pas à n'importe quel prix. Et on parlait de confiance. La confiance, elle se passe au moment de la contractualisation, elle se passe aussi au moment des travaux. Et c'est extrêmement important. Jean-Michel parlait de, on se connaît, nous les hommes ici autour de la table, les équipes apprennent à se connaître aussi. Et je crois qu'il y a un vrai, ils s'apprécient. Voilà, on se connaît, on s'apprécie et finalement derrière le chantier il se déroule naturellement. La vie d'un chantier, ça dure sur notre partie, ça peut durer longtemps. Il faut que tout se passe bien, il faut que la relation soit fluide. Et la relation est d'autant plus fluide que la confiance en amont est instaurée et que les choses sont écrites, dites et comprises par tous. Ouais, c'est plus simple d'être transparent quand on travaille avec le sur sourire. ce segment-là, oui, complètement. Ouais, bien sûr. Et puis avoir la confiance de l'ADEME sur des projets comme ça, c'est une exigence, ça nous donne encore plus une exigence et de qualité et c'est vraiment appréciable. Parfait, la transition est toute faite. Florian, un conseil. J'allais rebondir aussi sur Peut-être un conseil pour les gens qui sont amenés à déposer des réponses à ce fameux appel à projet. Oui. Qu'est-ce que vous appréciez dans les dossiers qui arrivent ? En fait, je voulais d'abord rebondir sur ce que venait de dire Fabien. Déjà, d'une part, en fait, sur la partie, en fait, quand on anticipe au maximum, il y aura toujours des aléas sur un chantier. Et effectivement, le dialogue qui a pu être, qui peut avoir lieu, en fait, et cette relation de confiance qui a été rappelée par tout le monde, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de vous réajuster toujours au fil des aléas qui vont se présenter et permettre quand même de sortir un projet, d'avoir le projet qui va être le meilleur possible en fonction malgré ces aléas. Pour après revenir sur qu'est-ce qu'on apprécie en fait sur les types de projets, en fait, ça va être surtout donc l'aspect développement durable en fait global du projet, pas seulement sur la partie gestion en fait des terres, et après aller vers un maximum de valorisation et si possible également du traitement sur site ou in situ.
Alors, ce qui est difficilement possible quand on a un projet urbain, en fait, comme ça, où souvent il y a des terres en fait, qui forcément doivent partir. Et donc ça, bien évidemment, on le prend en compte dans le cadre de notre appel à projet. Très bien, il va nous rester peut-être quelques minutes pour des questions dans la salle. Alors je ne sais pas s'il y avait quelques questions parmi vous. Moi, je sais que la première est toujours compliquée. Ah, on en a une juste au premier rang. Allons-y. Bonjour, vous avez beaucoup parlé de la valorisation de l'histoire du site. Est-ce que ça vaut le coup de sensibiliser les futurs habitants à cette histoire pour apporter une fierté d'appartenance, disons? Est-ce que parfois ça peut aller jusqu'à faire référence à l'histoire du site dans le nom du programme immobilier? Alors j'avais une question, mais je n'en ai plus parce que j'allais poser exactement la même. Donc c'est très bien, c'est très bien. Sans doute Jean-Michel pour y répondre. Alors oui, ça nous arrive parfois. Je parlais de responsabilité sociétale. On travaille de plus en plus dans l'accompagnement de nos occupants. On est petit à petit en train de dépasser le rôle du maître d'ouvrage qui vend des logements et on essaye de mettre en place de plus en plus de services au profit des occupants. Sur ce terrain en particulier, le nom n'est pas du tout en rapport avec le passif historique. Le passif historique est tellement fort que je pense que ça restera le site Berlier encore pendant de longues années, même si on l'a rebaptisé. On l'a baptisé Kenji. Alors pour quelles raisons, certains peuvent s'interroger. Kenji, en fait, ça veut dire idéogramme. Donc c'était les lignes du projet qui nous ont inspirés en direction de ce nom. Et puis également les jardins suspendus, les jardins denses sur l'opération qui nous ont amené à avoir cette vision un peu japonisante du projet. Très bien. Et d'ailleurs, quand seront livrés les logements? Les premiers logements sont en cours de livraison en cette fin d'année. Donc les premiers habitants vont s'installer sur le site, à mon avis, d'ici Noël ou en tout début d'année. Derrière, on transfère le bowling dont on parlait tout à l'heure sur l'année prochaine. Qui restera sur le site? Qui reste sur le site. Donc il y a eu une opération de transfert, on est sur une opération à tiroir. Il y a une crèche qui va démarrer, je crois, à partir du mois de janvier. Et puis le groupe scolaire s'installera un petit peu plus tard, d'ici une année ou deux. Très bien. Et ça fera combien de logements au total? Au total, on est sur 450 logements et une halle de bureau qui fait environ 1000 m², le bowling qui en fait 900 de mémoire, plus le groupe scolaire. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas forcément. C'est le moment. Bon, sinon, on va rester sur cette conclusion. On se retrouvera peut-être autour d'un bowling dans quelques mois pour fêter la fin du chantier. Avec plaisir. Je suis pas le meilleur dans l'exercice, mais peut-être que parmi nos invités... Il y a juste un point qui n'a pas été cité et qui me semble important, c'est que terminons avec ce dernier point. Tout ce qu'on a entrepris nous a permis une approche un petit peu différente sur la contractualisation des travaux, qui est une approche forfaitaire. On parlait de risques et d'aléas. Du fait de la complétude des études, nous avons travaillé avec l'entreprise sur un marché forfaitaire et sur lequel nous n'avons pas eu d'aléas à avoir puisque le marché n'en intégrait pas, ce qui est assez rare dans les démarches de pollution. Très bien, on va finir sur cette précision d'importance. Je vais vous remercier tous les quatre pour vos précieux exposés et explications. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de journée à tous et bon Polytech à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.